Chunk 1. Et j'étais ici, putain de merde. Brian Reynolds a bâti un empire valant, plus de 600 millions de dollars. Il a épousé Blake Lively et est devenu le comique préféré de l'Amérique. Mais en 2025, il a finalement admis la vérité. Les crises de panique qui ont presque mis fin à sa carrière. Le comportement odieux que ses partenaires décrivaient comme cruel. Le traumatisme infantile qu'il a caché derrière des blagues pendant des décennies. Et la vraie raison pour laquelle il a failli arrêter de jouer pour toujours. Ce n'était pas juste une autre interview. C'était une confession qui a changé tout ce que nous croyions sur le Golden Boy d'Hollywood. Ryan Reynolds est né le 23 octobre 1976 à Vancouver, en Colombie-Britannique. Il était le benjamin d'une famille catholique irlandaise stricte de 4 garçons où le chaos était constant. Son père, James, était un ancien officier de la Gendarmerie royale du Canada qui a ensuite vendu de la nourriture pour gagner sa vie. Et sa mère, Tammy, travaillait dans le commerce de détail. Ryan se décrivait souvent comme la cible mouvante de la famille. Avec 3 frères aînés, Jeff, Terry et Patrick, il a dû apprendre rapidement à survivre à leurs coups de poing et à leurs taquineries. Le tempérament de son père donnait l'impression de marcher sur un champ de mine à la maison. Et même les anniversaires pouvaient se terminer par un silence ou des cris. Mais au lieu de céder à la pression, Ryan a développé un esprit vif pour détourner la douleur, transformant l'humour en son armure. Il a fréquenté une école catholique à Vancouver et a commencé à la Prince of Wales Secondary School, mais s'est fait renvoyer et a fini à la Kitsilano Secondary. Même dans ses premières années, Ryan s'est appuyé sur l'humour. Il copiait des personnages de télévision et faisait des farces à ses frères juste pour obtenir un rire ou un moment de contrôle. À seulement 12 ans, il se sentait tellement piégé par sa vie de famille qu'il a décidé d'auditionner pour des rôles d'acteur. Il a eu de la chance et a décroché un rôle dans le drame canadien pour adolescents Hillside, plus tard appelé 15 sur Nickelodeon. Il était payé 150 $ par épisode, ce qui lui semblait une fortune lorsqu'il était combiné à l'argent de ses livraisons de journaux. Cela lui a donné la liberté, la confiance et un avant-goût de la vie au-delà de son foyer tendu. Sa relation avec son père est restée compliquée. James Reynolds a lutté contre la maladie de Parkinson pendant près de 20 ans avant de mourir en 2015 à l'âge de 74 ans. Ryan a dit un jour que son père ne pouvait pas exprimer ses émotions et était piégé par l'orgueil. Et Ryan s'en voulait aussi de ne pas avoir comblé le fossé entre eux. Le manque de chaleur à la maison ne l'a poussé que davantage vers la performance où il pouvait être quelqu'un d'autre et enfin se sentir vu. Chunk 2. La culture catholique irlandaise de son foyer était construite autour de la narration, des répliques cinglantes et des joutes verbales. Les repas étaient des compétitions bruyantes et Ryan, le plus jeune et le plus petit, devait se battre pour attirer l'attention avec des blagues acerbes et des punchlines plus rapides. Sa famille avait des antécédents dans la fonction publique. Son grand-père était même un politicien en Alberta, mais Ryan a trouvé sa vocation en tant que bouffon de la famille. À 13 ans, il a fait ses débuts dans Hillside, une série qui abordait des problèmes graves chez les adolescents. Il a tourné des scènes à Vancouver et à Ottawa, équilibrant son jeu d'acteur avec la distribution de journaux. Il pensait avoir touché le jackpot, mais ce travail lui a appris que le monde du divertissement était exigeant et parfois cruel. Pourtant, cela lui a donné un but. La série a duré jusqu'en 1993 et Ryan est apparu dans 65 épisodes. Il gagnait environ 2000 $ par épisode et se présentait fréquemment sur le plateau non préparé, improvisant souvent des lignes. Cela agaçait certains co-stars, mais montrait aussi un charisme brut qui ne pouvait être ignoré. Il jouait un adolescent manipulateur, mais son sens de l'humour transparaissait souvent à travers le rôle, ce qui entraînait de multiples prises. En 1992, il a eu des ennuis sur le plateau après que sa co-star, Laura Bertram, l'ait accusé d'avoir rempli sa caravane de fausses araignées. Bien que Reynolds l'ait nié, il a été suspendu pendant 3 jours. La leçon était claire, jouer le jeu ou risquer d'être mis de côté.
C'était son premier vrai avant-goût de la politique du lieu de travail. Après Hillside, Ryan a rejoint une série fantastique appelée The Odyssey en 1993, jouant un garçon piégé dans le coma qui navigue dans un monde de rêves. Les exigences émotionnelles de la série ont déclenché sa première crise de panique lors d'un tournage de nuit en 1994. Il n'en a parlé à personne, craignant que cela ne ruine sa carrière. La crise a laissé une cicatrice et il a commencé à éviter les rôles émotionnellement lourds, se penchant sur la comédie comme un espace plus sûr. En 1995, il s'est inscrit à l'Université polytechnique de Kwantland, mais n'y est resté que 28 jours. Il a démissionné pour poursuivre sa carrière d'acteur à plein temps et a travaillé de nuit dans un magasin Safeway pour survivre. Cette décision a failli tout lui coûter. Une nuit de 1996, pendant un quart de travail de nuit, 2 hommes masqués ont braqué le magasin. Ryan s'est caché derrière un comptoir pendant 12 minutes, bouleversé jusqu'au plus profond de lui-même. Cette peur l'a poussé à prendre de vrais risques, comme quitter complètement le Canada. Plus tard cette année-là, un ami l'a convaincu de déménager à Los Angeles. Ils ont emménagé dans un motel pour 200 $ par mois. La première nuit, sa Jeep a été volée et dépouillée. Pendant 4 mois, il a conduit une voiture sans porte aux auditions, se faisant rire au nez et rejeté. Chunk 3. Pour joindre les 2 bouts, il portait un costume de poulet pour des missions de télégramme. Lors d'une fête, des invités ivres lui ont jeté de la nourriture dessus et il a remis en question tous les choix qu'il avait faits. Son premier rôle à la télévision américaine est arrivé en 1995 dans un film avec Glenn Close. Il pensait que cela changerait tout, mais la plupart de ces scènes ont été coupées. C'était un rappel brutal de la façon dont les nouveaux acteurs étaient jetables. En 1996, il a filmé un épisode de X-Files sur le thème de l'horreur et a été tellement perturbé par le tournage qu'il a fait des cauchemars pendant des semaines. Après cela, il a complètement évité les rôles d'horreur. La même année, il a accepté un rôle dans la mini-série criminelle In Cold Blood. Pour se préparer, il a étudié de vrais dossiers d'affaires de meurtre et des photos d'autopsie, ce qui lui a donné une telle insomnie qu'il n'a pas pu dormir pendant des semaines. Le bilan mental était réel. Il a appris à quel point le jeu d'acteur de méthode pouvait être dommageable lorsque le matériel source était imprégné de traumatisme. En 1997, les choses ont atteint leur point le plus bas. Il a subi plus de 300 auditions infructueuses. Les directeurs de casting lui ont dit en face qu'il était oubliable. L'un d'eux a même dit qu'il n'avait rien de mémorable. Ce commentaire a failli le briser. Mais au lieu d'abandonner, Ryan est retourné au théâtre d'improvisation, espérant retrouver la joie. Et à ce moment-là, quelque chose a cliqué. Ce qui a failli le ruiner est devenu le carburant qu'il a utilisé pour construire l'une des carrières les plus surprenantes d'Hollywood. La grande occasion de Ryan Reynolds est survenue en 1998 lorsqu'il a endossé le rôle de Michael Bergen, mieux connu sous le nom de Berg. L'émission s'appelait Two Guys, A Girl and a Pizza Place, et elle n'était même pas censée durer, juste un bouche-trou pour la grille d'ABC. Mais dès le tout premier épisode, Berg s'est démarqué. C'était le genre de gars qui avait des ennuis, s'en sortait en plaisantant et vous incitait d'une manière ou d'une autre à l'encourager. Reynolds a apporté tellement d'énergie et d'esprit au personnage que l'émission est restée à l'antenne pendant 4 saisons, totalisant 41 épisodes. Ce qui a commencé comme une comédie dans une pizzeria filmée librement autour d'un vrai magasin du Massachusetts est rapidement devenu quelque chose de plus grand, et Reynolds était en plein centre de celui-ci. Lorsque le pilote a été diffusé le 11 mars 1998, près de 18 millions de personnes l'ont regardé. Il s'est classé 11e pour la semaine, avec une cote Nielsen de plus de 15. ABC n'avait pas vu une ouverture aussi importante depuis Spin City. Une grande partie de ce succès est venue du charme chaotique de Reynolds. Chunk 4. Dans le tout premier épisode, Berg prenait des pilules expérimentales pour de l'argent. Pas exactement votre scénario de sitcom habituel, mais ça a fonctionné. Et avec le Drew Carey Show diffusé juste avant, les téléspectateurs ont continué d'affluer. ABC a immédiatement commandé plus d'épisodes.
Une émission qui était censée être de courte durée avait soudainement un avenir. La chimie entre les acteurs a aidé. Reynolds a joué avec Richard Ruccolo et Traylor Howard avec aisance. Tous les trois ont construit quelque chose de solide. Plus tard, des noms comme Nathan Fillion et Suzanne Crier se sont joints et le groupe n'a fait que se renforcer. Reynolds a dit qu'il aimait désespérément les acteurs. Et même des années plus tard, il reste en contact avec certains d'entre eux. Il n'y avait pas que des acteurs cependant. Des célébrités de Carmen Electra à Nomar Garcia Parra sont venus faire un tour. Blink 182 et Baron Naked Ladies ont même fait des apparitions. En coulisses, Reynolds n'arrêtait pas de faire craquer ses co-stars. Les bêtisiers disent d'un tout. À la 3e saison, la pizzeria a disparu. Les personnages avaient grandi. Berg poursuivait un diplôme de médecine. Pete devenait pompier. Sharon avait tourné la page. Le nom de l'émission a même été changé en Two Guys and a Girl. L'audience a culminé à la saison 2 avec 12 millions de téléspectateurs. Mais ensuite est venu le créneau du vendredi soir en 2000, le tristement célèbre créneau de la mort. Les codes d'écoute ont chuté à 6,7 millions lors de la dernière saison. Pourtant, Reynolds a maintenu l'émission à flot. Son rôle a évolué, mais le charme est resté. La finale était en avance sur son temps. Les fans ont pu voter en ligne pour la fin. Et le rebondissement, Ashley finit par être enceinte. Le prochain saut de Reynolds a été Van Wilder, un film de fête universitaire qui a failli supprimer les scènes même dont les gens se souviennent encore. Chunk 5. Les premières Chorus Coupe ont supprimé ces moments de fête nus, mais les spectateurs tests ont voulu la version sauvage de retour. Quand ils l'ont eu, surtout la scène de la crème fouettée, ça a payé. Le film avait un budget de 5 millions de dollars et a rapporté 50 millions de dollars dans le monde. Les 2/3 des acheteurs de billets sont revenus une deuxième fois. Reynolds a plaisanté plus tard en disant que cela rendait les dîners de famille bizarres pour toujours, mais cela a également mené à son prochain chèque de paye, 2 millions de dollars. Puis est venu Foolproof en 2003. Reynolds a joué un escroc, mais cette fois, le rôle venait de quelque chose de plus sombre, son propre passé. En tant qu'adolescent, il avait organisé des arnaques, même de fausses collectes de fonds caritatives. Il a canalisé ses souvenirs dans le rôle. Mais le film a fait un flop. Il a rapporté à peine 1 million de dollars avec un budget de 8 millions de dollars. Reynolds s'est fermé pendant des mois. Il n'a pas quitté son appartement. Il a manqué des auditions, a ignoré des interviews. Son agent a dû intervenir. C'était le point le plus bas de sa carrière et il a dit plus tard qu'il avait failli retourner au Canada. La thérapie l'a aidé à traverser cette épreuve et il a continué. Son prochain film a été Blade Trinity en 2004 et il s'est transformé en chaos. Wesley Snipes a refusé de jouer dans les mêmes scènes que lui. La communication s'est tellement détériorée que Snipes a commencé à envoyer des post-it au lieu de parler. Une note disait simplement « Je ne travaille pas avec ce clown ». Reynolds a continué d'improviser. Snipes s'est mis en colère et le plateau est devenu hostile. Ils ont dû utiliser des doublures et les reshoots sont passés de 90 à 150 jours, ce qui a coûté au studio 12 millions de dollars supplémentaires. Reynolds a manqué d'autres rôles importants à cause des retards. Il a même ajouté une clause Snipes à ses contrats après cela, afin de pouvoir éviter les co-stars toxiques. Pourtant, les critiques ont dit que Reynolds était la meilleure partie du film. En 2005, les choses sont devenues plus étranges. Amityville, la maison du diable, n'était pas juste un autre remake d'horreur. Reynolds a décidé de vivre dans la réplique de la maison hantée qu'ils avaient construite pour le tournage. Pendant 23 nuits d'affilée, il y est resté dans la même chambre où les meurtres de la vie réelle ont eu lieu. Il a affirmé que la température baissait mystérieusement, que d'étranges égratignures apparaissaient sur son corps et qu'il avait même des cauchemars à propos des meurtres. Chunk, l'équipe l'a surpris en train de somnambuler devant la caméra. Il a dit plus tard que c'était en partie pour le marketing, mais a admis que tout ne pouvait pas être expliqué.
Le film a fini par rapporter plus de 100 millions de dollars dans le monde. La même année, Just Friends a créé un type de tension différent. Reynolds était fiancé à Alanis Morissette, mais sur le plateau, des étincelles ont jailli avec Amy Smart. Une scène n'était même pas dans le scénario. Reynolds a embrassé Smart avec tellement d'énergie que le réalisateur a continué à filmer. Ils ont répété ce baiser plusieurs fois hors caméra aussi. Morissette a entendu les rumeurs et a fait une visite surprise. Des témoins disent qu'ils se sont disputés dans sa caravane pendant des heures. 6 mois plus tard, ils ont rompu leur fiançailles. Reynolds a dit plus tard que ce tournage lui avait appris à quel point le jeu d'acteur de méthode pouvait être dangereux, surtout quand les histoires d'amour commençaient à paraître un peu trop réelles. Le parcours de Ryan Reynolds en tant que super-héros n'a pas commencé par un triomphe. Il a commencé par le silence. En mars 2009, il est apparu dans X-Men Origins, Wolverine. Mais au lieu de donner aux fans le Deadpool blagueur qu'ils aimaient, les studios lui ont cousu la bouche. Ils ont supprimé tout ce qui rendait le personnage spécial et l'ont transformé en une expérience scientifique aléatoire avec des pouvoirs empruntés à d'autres mutants. Le film a rapporté 313,1 millions de dollars dans le monde, mais la réaction a été instantanée et brutale. Les fans se sont sentis trahis. Reynolds a plus tard qualifié la décision de l'une des notes de studio les plus sombres, stupides de tous les temps et s'est même excusé publiquement. Mais cette erreur infâme est restée avec lui et a allumé un feu qu'il ne laisserait pas s'éteindre. 2 ans plus tard, ça a empiré. En 2011, Green Lantern s'est sorti en salle. Warner Brothers a dépensé 200 millions de dollars pour le faire, mais il n'a rapporté que 220 millions de dollars dans le monde et seulement 116,6 millions de dollars aux États-Unis. Le week-end d'ouverture a rapporté 53,2 millions de dollars, bien en dessous des attentes. En coulisses, c'était le bordel. Le studio a forcé des reshoots majeurs en 3D qui ont épuisé Reynolds physiquement. Il a perdu 20 débuts à cause du stress et les choses ont tellement mal tourné qu'il a envisagé de poursuivre le studio en justice. Le réalisateur Martin Campbell a dit plus tard que c'était sa pire expérience avec un film. Warner Brothers a même injecté 9 millions de dollars de plus juste avant la sortie pour corriger les visuels, mais il était trop tard. Et puis est venu le problème du costume. Le costume de Green Lantern était entièrement en CGI, une idée ambitieuse, mais qui a mal tourné. Chunk 7. Les fuites des projections test ont montré le costume Bugger au milieu d'une scène et c'est rapidement devenu du matériel de même. Reynolds a dû porter un équipement de capture de mouvement tous les jours, subissant de multiples blessures. Le budget des effets visuels a grimpé à 55 millions de dollars. Et avec la conversion 3D en plus, la charge de travail était hors de contrôle. Warner a dû externaliser les VFX à des studios du monde entier. Les spectateurs test ont tellement détesté les premières images que Warner a interrompu les promotions. Ils ont même coupé une scène CGI préréditée, puis ont paniqué et l'ont remise en place, espérant que cela pourrait aider. Ça n'a pas marché. En 2013, Reynolds a réessayé avec R.I.P.D. un film de flic de 130 millions de dollars, le jumelant avec Jeff Bridges. Le film a fait un flop, rapportant à peine 78 millions de dollars dans le monde et un score de critique de 15%. La comédie de Reynolds s'est heurtée au jeu d'acteur de méthode plus sérieux de Bridges. Le public n'a pas compris l'humour, surtout le rebondissement étrange qui a fait ressembler Reynolds à un vieil homme asiatique et Bridges à un mannequin blond. Même 16 millions de ventes vidéo n'ont pas pu le sauver. Bridges a dit plus tard qu'il avait échoué parce que le studio ne les avait pas laissés faire le film qu'ils voulaient. Puis, il y a eu Échange standard, une comédie de 2011 avec Jason Bateman. Il a rapporté à peine 30-37 millions de dollars et a dérouté tout le monde avec son ton. L'intrigue, les 2 hommes urinent dans une fontaine magique tout en souhaitant échanger leur vie. Reynolds a insisté pour des scènes plutôt scandaleuses et certaines sont allées si loin qu'il aurait été banni d'un événement familial.
Les scénaristes avaient conçu quelque chose de léger, mais Reynolds et Bateman l'ont emmené dans une direction qui a aliéné les familles. C'était un autre coup dur pour sa carrière. Mais Ryan n'avait pas ça pas fini. Après le désastre de Deadpool en 2009, il a passé les 10 prochaines années à se battre pour bien faire les choses. En 2012, il a dépensé 500 000 $ de son propre argent pour faire une bobine de test. Une courte scène montrant Deadpool tel que les fans le connaissaient. Ce clip a fuité, a obtenu 20 millions de vues en 2 jours et les fans sont devenus fous. Fox a finalement écouté et a donné le feu vert au film en 2014. Deadpool est sorti en 2016. A rapporté 783,1 millions de dollars avec un budget de 58 millions de dollars et a valu à Reynolds une nomination aux Golden Globes. La version que les fans attendaient existait enfin, et c'était parce que Reynolds n'a jamais abandonné. Pendant le tournage, Reynolds a improvisé l'une des répliques les plus célèbres de Deadpool, effort maximal, tout en essayant d'apporter de l'énergie à une scène. Mais ce n'était pas que des blagues. Chunk 8. Reynolds a dû hypothéquer sa maison et encaisser des placements lorsque le budget a dépassé 70 millions de dollars. Il a perdu 15 ans à cause du stress et n'a pas pu dormir. Si le film échouait, il perdrait tout. Mais ce n'est pas arrivé. Ce fut un succès massif et le risque a payé. Dans Deadpool 2, Reynolds s'est vengé du passé. Dans une scène, Deadpool remonte dans le temps et tue la version silencieuse de lui-même de X-Men Origins. C'était une décision audacieuse qui a nécessité des mois de négociations juridiques avec Fox. Le film a rapporté 755,8 millions de dollars, mais Reynolds a eu un grave accident pendant le tournage. Une cascade de moto a mal tourné et il a été projeté à 12 pieds. Il a passé 3 jours à l'hôpital et la production a été interrompue pendant 2 semaines, ce qui a coûté 2,1 millions de dollars. Après cela, il a arrêté de faire ses propres cascades. Mais la plus grande bataille est survenue en 2019 lorsque Disney a acheté Fox pour 71,3 milliards de dollars. Soudain, Deadpool était sous Disney. On parlait de le rendre PG-13. Reynolds s'est battu avec acharnement. Il a rencontré des dirigeants et leur a montré des données prouvant que les films de super-héros classés R pouvaient saucer pour réussir. Il a même menacé de quitter la franchise s'il l'édulcorait. Finalement, Disney a accepté. Deadpool resterait classé R. Puis est venue la récompense ultime. Deadpool et Wolverine ont rapporté 38 milliards et sont devenus le film classé R le plus lucratif de tous les temps, battant Joker. Reynolds a joué 2 versions de Deadpool, une classique et une variante émotionnelle et propre nommée Nice Pool. La performance était si profonde que Reynolds s'est effondré en larmes pendant les reshoots lors du tournage de scènes sur la relation de Wade Wilson avec Laura, une figure paternelle. Les larmes étaient réelles. Il a même suivi une thérapie pendant le tournage parce que le poids émotionnel l'a durement frappé. Dans ces moments-là, Reynolds n'était pas seulement un super-héros. C'était un homme qui s'était battu pendant plus d'une décennie pour donner vie à un personnage de la bonne manière. Ryan Reynolds n'a jamais eu l'intention d'être juste un autre acteur hollywoodien. En 2018, il a cofondé Maximum Effort Marketing tout en devenant copropriétaire d'Aviation Gin. Chunk 9. Aviation existait depuis 2006, du nom d'un cocktail classique du début des années 1900. Mais c'est Reynolds qui l'a fait exploser. En 1 an, les ventes d'AS100 de la marque ont doublé. Ses publicités originales et son charme personnel en ont fait le 2e gin premium le plus vendu au pays. Puis, en août 2020, le géant britannique de l'alcool Diageo a acheté Aviation Gin dans le cadre d'un accord d'une valeur d'environ 610 millions de dollars. Reynolds a obtenu 335 millions de dollars d'emblée et pourrait gagner 275 millions de dollars supplémentaires si certains objectifs sont atteints. Il n'est pas parti non plus. Il est resté le visage de la marque et a conservé une participation, montrant à quel point il croyait au produit.
Cette même conviction l'a conduit dans un monde complètement différent. Le football gallois. En septembre 2020, Reynolds et Rob McElhenney ont choqué tout le monde en annonçant leur intention d'acheter Wrexham AFC, un petit club confronté à la ruine financière. En février 2021, ils en étaient propriétaires. Les fans ont voté à près de 99% en faveur. À ce moment-là, le club jouait dans la 5e division du football anglais et survivait à peine après le CO19 et des années de chaos. Le premier match du duo en personne a été une défaite, mais ils ont apporté de l'énergie, de l'argent et des caméras. L'émission FX Welcome to Wrexham a documenté leur parcours. En 2025, le club valait 475 millions, augmentant de près de 19 000 % en valeur. L'esprit d'entreprise de Reynolds n'était pas terminé. En 2019, il a pris une participation importante dans Mint Mobile, un service téléphonique à rabais. Avec rien d'autre que des publicités bon marché et des blagues autodépréciatives, Mint est devenu un acteur majeur. Puis, en mars 2023, T-Mobile a acheté la société mère de Mint pour 135 milliards de dollars. Reynolds a négocié l'accord lui-même et a gagné entre 300 et 337,5 millions de dollars grâce à sa part. Même après la vente, il a continué à faire des publicités et est devenu plus qu'un simple vendeur. Il était l'esprit de la marque. Sur grand écran, Reynolds a produit et joué dans Free Guy, sorti en 2021. Il a joué un PNG de jeu vidéo qui prend conscience de lui-même, abordant les thèmes de l'IA et de l'identité. Il a rapporté plus de 330 millions de dollars avec un budget d'environ 100 millions de dollars. Il s'est heurté aux scénaristes au sujet de l'histoire, craignant qu'elle ne touche de trop près à son domicile émotionnellement. Il a même improvisé une grande partie de la fin, et sa tête a été greffée numériquement sur un culturiste pour une scène. Le travail a payé. Junk 10. Le film a été nominé aux Oscars pour ses effets visuels. En 2022, l'agence de Reynolds, Maximum Effort, a été achetée par MNTN, une plateforme de télévision axée sur la performance. Il est devenu leur directeur de la création, tout en gardant Maximum Effort semi-indépendant. Cette décision lui a donné accès à des outils de télévision connectés de pointe. L'agence a continué à mener des campagnes pour Mint, Aviation et d'autres entreprises. Même avec l'essor de l'IA dans le marketing qui devrait atteindre une valeur de 146 milliards de dollars d'ici 2025, Maximum Effort a conservé son côté humain excentrique. Mais les affaires ne sont pas tout. La vie personnelle de Reynolds a été tout aussi dramatique. Il a épousé Scarlett Johansson en 2008, mais en 2010, c'était ça fini. Leur écart d'âge de 8 ans et leur carrière chargée les ont déchirés. Pendant le tournage de Green Lantern, il a rencontré Blake Lively. Des rumeurs de tromperie se sont répandues rapidement, ajoutant de l'huile sur le feu du divorce. Johansson a admis plus tard qu'elle était trop jeune pour comprendre le mariage, disant qu'elle l'avait idéalisé. Reynolds n'a pas attendu longtemps. Il a commencé à fréquenter Lively peu de temps après. Avant Scarlett, il a eu des fiançailles passionnées avec Atlantis Morissette de 2004 à 2007. Ils se sont rencontrés à la fête d'anniversaire de Drew Barrymore et ont cliqué instantanément. Ils ont qualifié leur amour de trampoline, intense et imprévisible. Mais ils n'ont jamais fixé de date de mariage et ont connu une rupture et une réconciliation avant d'y mettre fin pour de bon. Morissette était dévastée et a transformé sa douleur en son album de 2008, en particulier la chanson obsédante Torch. Reynolds a épousé Blake Lively en 2012 et ensemble, ils ont eu 4 enfants. James est arrivé en premier en décembre 2014, puis Inz, Betty en 2019 et Olan au début de 2023. Ils ont gardé la naissance d'Olan secrète pendant des mois, surprenant les fans lorsque Lively a lâché la nouvelle avec désinvolture. Reynolds plaisante sur leur maison chaotique, la qualifiant de violence domestique de la manière la plus affectueuse. Il a même plaisanté sur le besoin d'une vasectomie pour suivre le rythme de l'énergie.
Taylor Swift, leur amie proche, est la marraine de leurs enfants et taquine souvent Reynolds en ligne. Malgré son charme extérieur, Reynolds a toujours lutté contre l'anxiété. Il a atteint un point de rupture pendant le tournage de Buried en 2010, où il a joué à l'intérieur d'un cercueil pendant tout le film. La pression, le poids littéral de la boîte et l'isolement ont déclenché des crises de panique. Il ne pouvait pas dormir. Chunk 11. Chance 11. Les douanes ont bloqué ses envois de mélatonine et il a sombré. L'équipe a suivi sa fréquence cardiaque grâce à un micro sur sa poitrine, écoutant sa montée en flèche pendant les prises. Des années plus tard, en 2018, il s'est ouvert sur la façon dont il y faisait face. Il utilise des applications de suivi de l'humeur, planifie des vacances avec sa famille et médite avec des outils comme Headspace. Blake a dit que sa nature à vouloir plaire aux gens vient du harcèlement infantile. Maintenant, ils enseignent à leurs enfants non seulement à être heureux, mais à être conscients d'eux-mêmes. Reynolds accompagne ses enfants à l'école, appelant cela la meilleure partie de sa journée. Sa vie est loin d'être parfaite, mais il construit une maison plus saine que celle dans laquelle il a grandi. En 2025, Reynolds et Lively ont été entraînés dans une poursuite en diffamation de 400 millions de dollars par Justin Baldoni. Baldoni les a accusés d'avoir saboté sa réputation lors du scandale du film It Ends with Us. L'affaire a été rejetée en juin, le juge affirmant que tout cela était absurde. Baldoni a été humilié et son avocat a fait face à des allégations de faute professionnelle. Pour Reynolds et Lively, ce fut une tempête juridique qui est passée rapidement. Au TIFF 2025, Reynolds a choqué les fans en révélant qu'il avait failli arrêter de jouer. Il a parlé de son épuisement après que des flops comme Green Lantern et R.I.P.D. l'aient laissé dans ce qu'il a appelé la prison des acteurs. Il avait l'impression de ne pas avoir le contrôle de sa carrière. Sandra Bullock et Rachel Weisz l'ont aidé à se remettre, lui apprenant à assumer à la fois l'échec et le succès. L'un de ses projets les plus émouvants est sorti la même année, un documentaire sur John Candy intitulé I Like Me. Reynolds avait idéalisé Candy, dont la mort à 43 ans l'avait hanté. Il a produit le film en utilisant des archives familiales et des séquences privées en collaboration avec Colin Hanks. Le titre est tiré des propres mots de Candy dans Planes, Trains and Automobiles. Et Reynolds a posté « Attendez-vous à des larmes » lorsqu'il a annoncé le projet. Alors que les rumeurs de retraite tourbillonnaient, Reynolds a surpris tout le monde en octobre 2025 en s'engageant à faire plus. Il a signé pour Animal Friends, un film de voyage avec Jason Momoa et Aubrey Plaza, retardé jusqu'en mai 2026. Et au Pays de Galles, il a fait avancer l'agrandissement du stade de Wrexham AFC à 7000 places d'ici l'été 2026. Le nouveau look du stade, conçu par la même entreprise derrière Wembley, accueillera des matchs de l'UEFA des moins de 19 ans. Bien sûr, Reynolds n'a pas échappé aux critiques. En 2025, d'anciennes allégations de mauvais comportement sur le plateau ont refait surface, en particulier de l'acteur T.J. Miller. Il a dit que Reynolds l'avait une fois insulté sur le plateau d'une manière qui semblait trop réelle. L'histoire a pris de l'ampleur lorsqu'elle a été liée à la poursuite de Baldoni. Reynolds s'est finalement excusé, disant que le syndrome de l'imposteur le rendait insécurisé et intense. Chunk 12. Beaucoup s'attendent maintenant à des mémoires bientôt où il abordera ses démons de front.